Attends, le film il est fini là? Bah je sais pas, on dirait. Il doit y avoir une scène post-générique, c'est pas possible. Salut à tous, bienvenue dans la chronique de Redek. Et Pierrot aussi. Cette semaine, vu qu'on n'avait rien à faire, on allait voir Blade Runner 2049. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est beaucoup moins long qu'un livre. Beaucoup moins long par exemple que les méditations métaphysiques de Descartes. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Alors, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, est la suite du Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982. Lui-même l'adaptation de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick, écrit en 1966, publié en 1968, et qui se déroule non pas en 2019 ni en 2049, mais en 1992. Vous n'aimez pas les chiffres? Faites des lettres. En 2049, ça fait déjà une cinquantaine d'années que des robots, appelés réplicants, ont été envoyés sur d'autres planètes pour servir d'esclaves. Une force spéciale de la police, les Blade Runner, est chargée d'éliminer ou de mettre à la retraite ceux qui se rebellent. Nous suivons l'agent K, lui-même Blade Runner et réplicant. Il doit enquêter sur certains robots qui ont fui et se cachent depuis longtemps. À l'ouverture du film, il tombe sur un os, littéralement des ossements d'une réplicante, qui, tenez-vous bien, aurait accouché d'un enfant. Mais alors qui est cette femme? Qui est cet enfant? Comment des robots peuvent-ils se reproduire? Tant de questions que l'agent K doit résoudre et dont nous ne dévoilerons pas tout de suite les réponses. Mais à la fin du film, on n'a que la moitié des réponses. Tout ce qui tourne autour de l'agent K et de la réplicante a été expliqué, mais la dimension politique est complètement laissée pour compte. À plusieurs reprises dans le film, on sent qu'une forme de révolution des robots est en train de se prévoir, mais la fin coupe l'herbe sous le pied de cette trame. La société avait l'air de gronder, d'être prête à exploser, mais on nous laisse sur un père qui retrouve sa fille. L'agent K est arrivé au bout de son voyage, et les spectateurs sont invités à quitter la salle, le cœur soulagé. Bah à moitié soulagé, en fait, et même légèrement frustré. Pourquoi est-ce que la vie de l'agent K est censée plus nous intéresser que le sort de toute la société? C'est bien le problème. Et peut-être qu'ici on voit la limite du héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Cet auteur américain qu'on nous ressort à toutes les sauces déclare, dans son livre publié en 1947, que toutes les histoires du monde suivraient ultimement la même trame, et qu'elles ont toutes, pour squelette, un héros qui, au terme de son voyage initiatique, découvre son identité profonde et revient changé. Sauf que ce constat de Campbell, tout Hollywood l'a repris à son compte, car aux yeux des producteurs, une histoire qui marche depuis 5000 ans, c'est une histoire qui va marcher encore une fois, et des gros sauts en perspective. En clair, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ce film, c'est un peu le triomphe du voyage. Le héros découvre son identité grâce à son mentor, il affronte des méchants très méchants et se fait des amis pour la vie. En revanche, la révolution, balèque. Eh ben, je suis pas d'accord. À la fin, son identité n'est pas encore claire, et d'ailleurs il élude les questions. Harrison Ford, c'est pas son mentor, et puis il est au courant de rien. Et sa pote, elle ne fait que passer dans sa vie. Comme le spectateur, l'agent K est confronté à une bonne part d'incertitude. Son voyage, c'est pas une ligne droite, c'est un tâtonnement. On se souvient de la scène culte dans Blade Runner où pendant 3 minutes, Harrison Ford zoome et rezoome dans une photographie pour y obtenir des infos. Eh bien c'est ça, enquêter dans Blade Runner. C'est avancer, reculer, chercher, soumettre autrui à un test. Dans le nouveau film, c'est la même méthode, en zoomant, en recalibrant dans une image, ou bien en multipliant les tests. Quand on ajoute à ça la musique, avec ses basses archi-boostées, on a quitté l'envoûtement de la musique du premier film pour l'enfermement, le déboussolement et le tâtonnement dans les ténèbres du factice. Tout ça dessine donc un monde du mensonge, où chacun peut se révéler humain ou réplicant, où la publicité sur des écrans gigantesques vous vend une joie qui n'existe pas, et où les animaux même sont artificiels, qu'ils soient un chien, une chouette, une autruche ou un mouton électrique. Ce que les films de Blade Runner nous proposent donc, c'est une quête de l'identité. La question que pose le premier film depuis 30 ans, c'est est-ce que Descartes est un humain ou un réplicant? Mais en fait, c'est pas la bonne question. Et pour le comprendre, il faut revenir au XVIIe siècle, dans la bicoque d'un philosophe français qui porte presque le même nom que Rick Descartes, René Descartes. Un jour, lui aussi mène une enquête sur sa propre identité, car il doute de tout et de tout le monde. La certitude à laquelle il arrive, c'est que dans ce monde de mensonges, il y a quelqu'un qui enquête, quelqu'un que l'on trompe potentiellement. Et cette personne, c'est lui. Il pose des questions, donc il est. Mais alors, est-ce que Rick Descartes est un humain ou un réplicant? On s'en bat les reins, parce qu'il pense, et c'est bien le seul critère de l'existence. I think, Sebastian. Therefore I am. Mais le deuxième film ne se satisfait pas de cette réponse, et il mène l'enquête plus loin. Donc dès le début, l'agent K il est désigné comme un réplicant, il n'y a pas de doute là-dessus. Le film prend alors au sérieux la question et se demande ce que c'est que de vivre comme un réplicant, c'est-à-dire d'avoir des souvenirs qui ne t'appartiennent pas,
d'avoir une identité qui est donc fragmentée entre ce que tu as vraiment vécu et un passé artificiel. C'est la principale différence, semble-t-il, entre un répliquant et un humain. Ses souvenirs ne lui appartiennent pas, ils ont été implantés. Et toute l'enquête sera de savoir par qui et d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc au début, il est bien certain de son identité, dans sa fonction de répliquant Blade Runner, mais le Nexus 8 se met à douter précisément au moment où, durant son enquête, des souvenirs d'enfance se révèlent apparemment véridiques. Il aurait donc eu une enfance? Il serait le premier répliquant venu au monde naturellement? Il serait le miracle? Il serait l'élu? Sa femme, qui en est convaincue, lui donne alors un vrai nom, le nom de Joe. Mais patatras. Si les souvenirs sont bien réels, Joe apprend qu'ils lui proviennent d'une autre personne. Ce qu'il découvre au fond de sa conscience, ce n'est pas lui. Joe est un autre. Loin d'être un voyage du héros mené à son terme au détriment de l'histoire politique qui se trame en arrière-plan, ce film nous propose une errance qui se conclut lorsque Joe assume d'être un anti-héros, une conscience bricolée à partir d'une histoire qui n'est pas la sienne. Anti-héros aux 1000 consciences donc, qui erre dans un univers où l'on marche à tâtons, entre les mensonges et les faux-semblants, où l'artifice revêt les traits de la vérité, alors que le marcheur lui-même ignore qui il est. Merci beaucoup d'avoir écouté, n'hésitez pas à partager, c'est super important pour nous. Et puis si vous voulez nous donner des sous sur Tipeee, vous pouvez nous donner genre 5 € de vos APL par exemple, parce qu'il paraît que vous n'êtes pas à ça près.